Ok, merci Hervé et JP de m'avoir invité à vous présenter un retour d'expérience à base d'un logiciel libre qui nous a permis au sein de Lectra de mettre en place une vraie chaîne DevSecOps. Voilà. N'hésitez pas à vous poser les questions dans le chat, j'y répondrai à la fin. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter rapidement Lectra pour ceux qui ne nous connaissent pas ou pour ceux qui pensent nous connaître. Vous allez peut-être découvrir des choses. Ensuite, le contexte dans lequel s'inscrit cette approche DevSecOps au sein de Lectra. Le pourquoi nous avons choisi ce produit open source et on finira par faire une démo ainsi que de vous présenter en fait une partie de la chaîne actuelle du DevSecOps que nous avons déployé au sein de Lectra. Alors, Lectra, en fait, c'est une société industrielle qui a été fondée avant que je sois né en 73, qui fabrique en fait à la base des machines de découpe. Donc, Lectra découpe tout, que ça soit du tissu classique, que ça soit du cuir, que ça soit des airbags, voire des pales d'hélicoptère. Donc nous fabriquons à la base des machines, des grosses machines, vous allez voir juste après, qui nous permettent de découper réellement tout ce que l'on souhaite dans le monde. De plus, depuis plusieurs années, Electra a développé aussi des logiciels de conception assistée par ordinateur, des logiciels de CAO, DAO orientés sur le marché de la mode. Euh, Ces logiciels permettent de designer en fait n'importe quel objet de mode, donc vos chemises, vos shorts, vos tongs, si vos espadrilles ou tout ce que vous voulez, et aussi d'optimiser le placement du produit et de la découpe sur nos machines pour éviter de jeter du tissu et donc d'améliorer l'efficience de la découpe et avoir moins de pertes. Voilà. On est répartis à peu près partout dans le monde. On est pas loin de 2000 maintenant depuis quelques jours. Depuis quelques jours, on a une ambition de dépasser le demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc 500 millions, avec le rachat du numéro 2 du secteur qui est Gerber Technologies, qui est un Américain. Donc nous avons acquis il y a quelques jours officiellement. On investit beaucoup en R&D à Bordeaux, exactement, je dirais à Cestas. C'est un très bel endroit avec un grand parc de 11 hectares où il y a plein de choses à faire. Vous pouvez aller voir le site, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble notre écosystème. On a trois marchés importants qui sont la mode, donc qui est un marché historique, l'automobile et tout ce qui touche à l'ameublement en soi-même. Alors pourquoi ces trois marchés? Parce que ces trois marchés n'ont pas les mêmes problématiques et on adresse ces trois marchés au niveau de nos découpeurs de manière différente. C'est pas forcément les mêmes découpeurs et puis derrière nos logiciels en fait permettent aussi d'optimiser différemment en fonction des besoins la découpe pour améliorer les choses. On s'inscrit dans une optique de produits de la fameuse industrie 4.0. Donc là, vous avez quelques images de découpeurs. En haut à droite, alors je sais pas si voilà, ici là, en haut à droite, vous avez un découpeur laser qui est le Focus Quantum. C'est ce qui nous permet par exemple de découper les airbags avec zéro chute. Et puis ici, vous avez deux autres types de découpeurs qui permettent de découper un petit peu tout type de matière. Après, tout va dépendre les lames ou les équipements que l'on va mettre pour découper. Notre contexte est un peu particulier parce que toutes ces machines, depuis très longtemps, remontent énormément d'informations chez Lectra. Dès le début, on a créé des machines entre guillemets connectées
C'était pas l'IoT dont on entend parler aujourd'hui. C'était pas du tout comme aujourd'hui sur le principe des clouds que nous utilisions. Mais ces machines nous permettaient d'avoir des informations pour faire de la maintenance prédictive et améliorer justement un certain nombre de choses. Donc on a été un peu les précurseurs entre guillemets de l'IoT dans l'industrie 4.0 avec nos machines pour justement permettre d'améliorer les choses. Et aujourd'hui, en fait, toutes nos machines sont connectées. On a à peu près 4000 à 5000 machines en production dans le monde qui nous remontent des informations sur l'optimisation de la découpe, sur leur état, sur un certain nombre de choses purement hardware, et aussi on est capable d'envoyer des ordres à des machines depuis un poste PC classique. Vous êtes capable de designer votre chemise et de dire vas-y découpe-moi la chemise sur telle machine à tel endroit. Vous verrez un peu la liste de nos clients, voilà, et puis on aura fini la présentation, je dirais, corporate, voilà, dans toutes les industries, hein, on va vraiment avoir, je dirais, un de nos clients qui est quelqu'un que vous utilisez ou que vous connaissez, que ça soit dans l'automobile, que ça soit dans les fournitures, que ça soit dans les industries un peu spécifiques, même, vous voyez, GKN Aerospace là, en bas à droite, en fait, c'est un fabricant de pales d'hélicoptères. C'est pour ça que je vous en parlais. On a aussi, bah, effectivement, des gens comme Decathlon, Calzedonia, la mode, Dior, Hermès, Burberry, H&M. Je passe tous ces noms parce que c'est vraiment énorme. En particulier, on va bientôt découper les sièges de toutes les Tesla à travers un de leurs sous-traitants, donc qui est dans cette liste-là. Voilà. Donc, si vous voulez, on touche vraiment tous les marchés. Et en fait, tout cet écosystème au sein de Lectra a une connexion avec l'ensemble de la R&D Lectra. Donc on a effectivement au sein de Lectra, comme je le disais sur le premier slide, à peu près entre 10 et 15% d'investissement en R&D chaque année. Et en fait, le contexte de la R&D, c'est divisé en deux grandes parties. La R&D hard, donc celle qui améliore les machines, qui crée les machines, et la R&D soft, où je suis moi aujourd'hui en tant qu'architecte cybersécurité et architecte DevSecOps. Et donc cette présentation s'inscrit en fait dans le cadre de cette partie de l'Ectra où je suis arrivé il y a quelques temps pour prendre en main toute la sécurité justement de la R&D de l'Ectra. Donc la R&D chez Lectra, donc entre 10 et 15% du chiffre d'affaires, j'ai mis 350 développeurs à peu près. Je dis bien à peu près parce que ça fluctue entre 350 et 400. Et puis si on compte maintenant de nouveaux amis, je sais pas combien on est, mais on a dû dépasser les 500. Les développeurs sont majoritairement à Cestas, à côté de Bordeaux, la plus grosse partie. Mais on a aussi une équipe à Madrid, on a une équipe à Milan, on a une équipe à Bruxelles, et donc maintenant on a des gens aux États-Unis, ailleurs en Europe et en Chine et en Asie. Voilà. La R&D de Lectra, c'est un ensemble d'équipes agiles. Donc il y a à peu près 8 à 10 personnes dans chacune des équipes, avec un tech lead, avec des développeurs, avec un scrum master à chaque fois. Donc, vous faites un calcul du nombre d'équipes par rapport au nombre de développeurs, vous avez une petite idée. On a des équipes qui sont organisées en ligne produit, donc on a de la data science sur la partie en fait, tout ce qui est les éléments qui remontent de nos machines pour améliorer l'efficience de la coupe et pour améliorer le fait de moins jeter de produits. On a une grosse équipe data science. On a toute une équipe dédiée à la cutting room, donc tout ce qui est produit logiciel qui se trouve dans la salle de coupe.
parce que dans la salle de coupe, on n'a pas juste le découpeur physique. Le découpeur, c'est une machine avec un OS. C'est aussi une machine qui se connecte à travers des boîtiers Edge qui nous permettent de faire un certain nombre de tâches, justement, qui permettent aussi de dialoguer avec d'autres équipements que juste nos équipements. Et puis on a une ligne de produits autour de la gestion de vie du produit et de la CAD qui est autour du PLM, donc Product Life Cycle Management. Toutes ces lignes ont des contraintes différentes, ont des produits, des logiciels, des langages et plein de choses différentes en soi-même. À la R&D, je compte aussi la partie qu'on va appeler support, tout ce qui est intégration continue, les ops, les teams architecture, les teams QA, ainsi que tout ce qui permet de faire le delivery chez le client. Voilà, avec effectivement un ensemble d'applications historiques de desktop, donc les applications de mode par exemple. Les outils qui permettent de designer sont des logiciels développés typiquement en C++, et qui permettent de faire de la CAO, DAO et de la CAD et un certain nombre de choses. Et on a énormément aussi aujourd'hui de services dans les clouds, de microservices dans les clouds, qui sont dans diverses technologies. Vous avez une liste effectivement des technologies qu'on utilise et qui n'est pas exhaustive en soi-même parce que il y a des tas de choses qui n'apparaissent pas et que j'ai pas mis parce que sinon je couvrais le slide en entier. On a vraiment beaucoup de technologies. Donc voilà, donc un contexte extrêmement vaste au niveau de la R&D. Alors, comme vous pouvez le comprendre, ce contexte pose un certain nombre de problèmes au niveau sécurité. Parce que lorsque vous avez des éléments dans les clouds Azure, quand vous avez des choses sur les postes clients, donc chez le client, quand vous avez des choses dans une usine qui se situe peut-être dans un pays à l'autre bout du monde qui n'est pas propriété du client, par exemple Dior ou Hermès qui ferait des découpes dans une usine qui n'est pas une usine à eux, ou Decathlon ou autre. Je les prends au hasard, hein, c'est pas forcément leur cas. Ils ont peut-être pas envie que certaines choses se sachent ou se voient pour être copiées à travers les fameuses usines 4.0 que nous décrit Alibaba aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de problématiques au niveau de l'ECTRA pour assurer la sécurité à tout niveau. En plus de ça, bon, au sein de la R&D Soft, on a un certain nombre de problèmes à résoudre. On est en continuous delivery. J'ai pas peur de le dire aujourd'hui. On délivre des fonctionnalités au moins toutes les semaines sur tous nos produits, avec un vrai CD. On est vraiment en CI/CD et on s'est rollbacké tout de suite quelque chose. On a du feature flipping. Alors, je suis vraiment désolé Hervé et JP pour les termes anglais, mais voilà, enfin, on a un certain nombre de fonctionnalités qui font que aujourd'hui, on sait à tout moment rajouter des fonctionnalités pour un client, pour deux clients, pour 50 clients, pour tous les clients. Les équipes sont agiles et donc il y a entre 30 et 40 équipes qui développent toutes en même temps des fonctionnalités qui doivent interagir. À chaque fois où on développe une fonctionnalité, grosso modo, c'est un microservice qui est déployé dans nos clouds Azure. Donc, c'est potentiellement un point d'entrée pour une attaque. On a énormément de langages, énormément d'outils et de librairies qui sont rajoutés, même si on a un contrôle minimum au niveau licensing qui est fait au sein de l'ECTRA au niveau de l'open source. Le développeur qui a un besoin peut rajouter une bibliothèque qu'il a tirée avec un NPM quelque chose sans le savoir ou en le sachant.
et forcément, ça rajoute à la surface d'attaque un certain nombre de choses. Et puis, au niveau de la sécurité, on a différents challenges parce qu'effectivement, lorsque vous allez installer un logiciel en CC++ sur le poste d'un designer, d'un gars de la mode quelque part dans le monde, c'est pas la même chose que lorsque vous déployez un conteneur dans un Kubernetes sur un conteneur Linux ou Windows dans un cloud Azure. Et c'est encore pas le même problème dans la cutting room où effectivement l'accès à la machine, entre guillemets, à l'informatique qui permet de driver l'ensemble de la chaîne de découpe est possible par le sous-traitant. Donc on a vraiment énormément de challenges différents au niveau de la sécurité, sans parler non plus des bugs, parce que tout développeur génère des bugs. Donc voilà, vous allez me dire, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est ce que doit gérer aujourd'hui un responsable sécurité partout, peut-être, sauf que de par mon expérience d'être passé à pas mal d'endroits, il y a quand même eu des nouveautés, vu qu'on mixe tout dans notre approche. On n'a pas de données bancaires effectivement sur nos clients. Mais par contre, on a des choses qui sont extrêmement critiques lorsque on a un Dior ou un Dolce Gabbana qui design un nouveau sac pour la future collection de l'année prochaine. Il n'aimerait pas qu'un Bugatti ou qu'un Gucci puisse voir ce qu'il est en train de faire. Donc, ce sont d'autres types de données sensibles qui ne sont pas les mêmes types de données que ce que l'on peut avoir dans le monde bancaire ou de l'assurance, où j'ai passé pas mal de temps de ma vie précédemment. Donc voilà, et puis derrière, effectivement, la cutting room, c'est de l'industrie, c'est de l'industriel, on n'a pas les mêmes besoins, on a des enjeux effectivement qui sont pas au même niveau qu'un EDF ou qu'une personne de ce style-là. Mais si ça découpe pas, on le sent tout de suite. Donc on a aussi à ce niveau-là des enjeux un peu particuliers. Donc tout ça étant posé, on a dû en fait, comme je le disais, hein, se mettre en CI/CD et donc automatiser la majorité de nos chaînes, que ça soit l'infrastructure, les tests, business ou software, et donc la sécurité aussi. Ça c'était nécessaire. Il fallait qu'on puisse correctement s'intégrer à la chaîne de delivery actuelle pour être capable de mettre des gates de sécurité, de les regarder et de faire en sorte que on puisse sécuriser la sortie des nouveaux microservices, logiciels, matériels, tout ce que vous voulez sur la chaîne. Donc ça a été la première chose. Il a fallu qu'on travaille sur ce sujet-là. C'est comment s'y prendre pour s'adapter au process des teams agiles et comment on allait pouvoir s'en sortir. Parce qu'il faut qu'on intègre la sécurité depuis le product owner, donc depuis le market, et donc aller expliquer au marketing la sécurité. Je pense que pas mal de gens dans la salle savent ce que ça veut dire, jusque aux ops qui sont aujourd'hui, on a des ops qui sont extrêmement sensibles à la sécurité. On a quand même de la chance à ce niveau-là chez Lectra, c'est que les techs au niveau sécurité, voilà, on les embête pas trop à partir du moment où on parle de production et de sécurité. Alors bien sûr, sur leur poste, ça les embête comme tout le monde dès qu'on veut faire de la sécurité, mais sur la partie, je dirais, chaîne de production, on arrive facilement à parler et à avancer concrètement sur les choses. Et donc, voilà, tout ce que sont les éléments qu'on doit gérer et qu'on a dû en fait déployer au sein de l'Ectra pour assurer une fameuse DevSecOps chaîne en soi-même. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un focus sur la partie, je dirais, monitoring. Et c'est en ça que j'ai voulu vous présenter l'outil open source d'Effect Dojo, parce qu'en fait, c'est aujourd'hui, à mon sens, le premier élément où on a du mal dans une chaîne sécurité à gérer les choses.
Alors, au sein de l'ECTRA, encore une fois, on a besoin d'avoir une vue exhaustive de notre sécurité applicative. Alors, sécurité applicative, sécurité du développement, peu importe les termes. Mais en tout cas, c'est un besoin que beaucoup de gens ont et que nous avons dû relever en premier. Alors, les besoins, ils étaient extrêmement simples, hein. Il fallait qu'on puisse produire au management des KPI. Ça, c'est pour montrer si on est rouge, vert ou jaune, que ça leur parle. Il fallait qu'on s'intègre dans la chaîne aujourd'hui de delivery continue et d'intégration continue, donc dans le CI/CD. Donc, il a fallu trouver des solutions pour automatiser tout ça avec éventuellement des API. Et surtout, bah, au niveau de la sécurité aujourd'hui, pour certains le savez, vous êtes sollicité par énormément de vendeurs qui ont un produit magique. Ce produit magique vous permet de tester super bien la sécurité de je sais pas quoi. On a les vendeurs de scanners de type Nessus, Tinable, de type je dirais Microfocus, de type Checkmarks, de type autre, voilà, comme Aqua, qui vont venir vous dire, bah, voilà, j'ai un super outil qui va vous permettre d'avoir une visu sur votre sécurité des conteneurs, qui va vous permettre de découvrir les failles de sécurité dans le code, qui va vous permettre de faire des tests de pénétration automatisés. Enfin, tout cela, on les connaît tous, donc je vais pas dire qu'ils sont pas nécessaires, mais voilà, il y a tous ces outils-là, et donc tous ces outils-là, il y a un moment, ils ont tous un dashboard à eux. Et ils n'ont pas tous une API d'ailleurs pour aller taper dans le dashboard. Et tous ces outils sont bien, mais il y a un moment, votre boss, enfin en tout cas mon boss, m'a dit j'ai besoin d'avoir une vision globale. Donc c'est bien beau, hein, on me sort un super rapport à quoi, un super rapport machin, un super rapport bidule, mais au final, si je demande la sécurité du produit, ben, on n'arrive pas à agréger tout ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut quelque chose qui va nous permettre d'agréger, et puis il va falloir aussi parler aux teams qui vont, eux, corriger les vulnérabilités. Et donc, bah, il faut aussi un outil qui parle aux développeurs et qui s'intègre avec leurs outils, comme Sonar, comme les tests karaté, je ne sais pas si vous connaissez. Je sais que Didier Bernaudot était venu présenter quelque chose sur le BDD testing pour la sécurité. Bah, les karaté tests, on peut faire la même chose. Alors karaté, c'est juste que c'est un autre outil qui fait du gherking concombre. Donc voilà. Et puis bah, on fait un certain nombre de pen tests tous les ans. Enfin plusieurs fois par an même, et donc bah, c'est bien beau d'avoir un rapport, mais il faut le suivre aussi. Et puis la R&D chez Electra, il y a du GitLab, il y a du GitHub, il y a un outil qui s'appelle Version One pour les PO, et puis d'autres choses à venir peut-être avec nos nouveaux amis. Euh, on a aussi l'IT interne qui fait des tests de sécurité sur le réseau interne et sur les serveurs qui supportent un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre de facturer les clients. Donc voilà, il y a des logiciels partout. On va dire qu'il y a une cinquantaine de logiciels de sécurité qui potentiellement partout. Et bah, il va falloir les intégrer. Il va falloir que ça nous permette de faire une vue exhaustive et que ça permette aussi de donner à l'équipe une vue sur son niveau de sécurité pour qu'elle puisse aller corriger. Donc ça, c'est le plus gros défi, c'était de trouver les choses pour faire ça, sachant que un peu partout, la gestion des vulnérabilités, les outils qu'on va utiliser, bah, ils sont au nombre de trois. Ça s'appelle Outlook, PowerPoint et Excel. Excel dans lequel on va faire des jolis tableaux qu'on va copier-coller dans un PowerPoint pour faire un slide de décision et qu'on va envoyer par mail dans Outlook. Voilà. Et donc, grosso modo, ils prennent un petit peu de PDF et de Word à côté. Et puis, pour le décisionnaire, c'est ça. À côté de ça, effectivement, la chaîne DevOps, elle ressemble à ça. Donc, il y a des tas d'outils qui traînent, il y a une orchestration potentielle, peut-être avec Patrol, qui sait.
des services, des requêtes, un certain nombre de choses. Et puis tout ça, ça génère des rapports, des vulnérabilités, des faux positifs, etc. Et il y a un moment, il va falloir passer la main aux développeurs pour remédier au problème, pour que ça soit corrigé. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est vraiment la chaîne classique. Alors, on a regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché. Voilà. Donc là, vous avez une petite vue de choses qui pourraient tout ou partie nous intéresser pour arriver déjà à mettre en place cette vue exhaustive de la sécurité au sein d'une chaîne DevOps. Alors, parmi tous ces outils, toutes ces photos, enfin toutes ces images que vous avez sous les yeux, on va plus ou moins couvrir le scope que j'exprimais précédemment, c'est-à-dire produire des KPI, être automatisable, permettre de s'intégrer à une chaîne DevOps, et puis segmenter les vues pour donner des vues à un ensemble je dirais, d'équipes, juste une vue sur leurs besoins. Il y a deux outils qui étaient qui sont vraiment sortis lorsqu'on a fait la recherche, c'est Threadfix, qui est un produit américain, donc qui est payant, qui est un outil qui est plutôt pas mal, et Defect Dojo, qui est un outil open source. Alors je dis pas que les autres ne peuvent pas correspondre à quoi que ce soit. Je dis juste que par rapport à notre besoin chez Electra, ces deux outils étaient ceux qui matchaient le mieux avec notre besoin. Ensuite, si vous avez un besoin similaire, c'est vrai qu'un outil comme Archery, comme Acuity ou Kina Security peut en partie répondre à votre besoin. Nous, c'était pas le premier choix, c'était pas forcément l'open source. Notre premier choix, c'était d'avoir un outil modulaire, un outil qui permet de s'intégrer avec l'ensemble de nos technologies. Ça, c'était impératif. On pouvait pas rester avec un truc qui accepte que des rapports d'un outil ou qui n'est pas extensible facilement. On est quand même 350 développeurs, on est quand même capable de développer des petits modules ou de faire des add-ons qui vont nous permettre quand même de répondre à notre besoin. Donc, il fallait trouver un outil qui nous permette de le faire. Et donc, quand on est arrivé sur le choix final entre Threadfix et Defect Dojo, c'est simple, Threadfix, c'est un éditeur et il nous donnait pas la possibilité de le faire. Donc, c'était quand même un truc qui était un peu, je dirais, dommage, même si il y a des choses qui sont super bien dans Threadfix qu'on n'a pas dans Defect Dojo aujourd'hui. Mais Defect Dojo, l'intérêt, c'était que justement, on pouvait l'étendre facilement. C'est écrit en Python et c'est assez simple de l'étendre sur un certain nombre d'éléments. Et donc, notre choix a été effectivement de se pencher dessus. Alors, Defect Dojo aujourd'hui, c'est donc un projet open source, un projet open source, je dirais très actif au niveau développement. Les principaux, alors c'est en même temps un projet OWASP pour ceux qui suivent un petit peu. Alors, je vais essayer de partager mon écran à côté. Je sais pas si quand je partage l'écran, on voit en même temps les slides, mais vous voyez là le repo GitHub de notre ami Defect Dojo, il est assez actif. C'est une licence qui nous intéressait, c'est une BSD, c'est pas une GPL, donc C'est tout petit, hein, c'est tout petit. c'est tout petit. Hop, c'est mieux, Oui, peut-être. Voilà, donc c'est une licence BSD, donc nous ça nous intéressait aussi parce que c'est pas très méchant comme type de licence si on veut l'intégrer, le modifier et l'améliorer. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui nous intéressait quand on a fait l'analyse. Et puis
En regardant un petit peu pas mal de choses, on s'est aperçu que les personnes qui le soutenaient, on va retrouver des contributeurs comme CloudBees. Donc ça nous a vachement intéressé parce que Jenkins, CloudBees, ça nous parlait pas mal. C'était soutenu par la fondation OWASP aussi. Et un point qui nous a paru énormément important initialement, c'est que le fondateur, alors je suis en train de chercher, Aaron Weaver et Matt, ces deux fondateurs, sont des gens qui ont dès le début pensé la sécurité pour être automatisée dans une chaîne DevSecOps. Donc ils ont fait pas mal de présentations en 2014, 2015, 2016 sur le sujet de l'automatisation de la chaîne de sécurité applicative. Donc on s'est dit que le produit était pas mal. Donc on a commencé à regarder. Et puis de fil en aiguille, bien on a décidé de partir sur ce produit. Pourquoi on est parti sur ce produit? Parce que bon, là c'est la doc, hein, pour regarder. Après, on verra la démo. On a tout de suite vu qu'il y avait des KPI, il y avait des trucs jolis qu'on pouvait copier-coller à destination des managers. On a vu aussi que l'installation elle se faisait en coups de cuillère à peau à travers des conteneurs Docker qui avaient du Kubernetes. Donc tout ça, nous, ça nous intéressait. Que c'était configurable, qu'on pouvait se connecter avec un certain nombre de providers d'identité que nous pourrions avoir à côté, qui avait une API REST. Donc ça nous a bien plu aussi, hein, qui permet quasiment de tout faire, qui avait un jeu de permission. Donc ça aussi, ça nous intéressait, que on pouvait mettre en place un workflow grâce à cet outil. Et puis surtout, ce qui nous a intéressé, c'est l'intégration avec les outils de sécurité. Il y a plus d'une centaine d'outils de sécurité aujourd'hui qui sont intégrables. Quand je dis intégrables, c'est que ces outils permettent de générer donc un rapport de sécurité. Vous les connaissez plus ou moins tous. Et ces rapports sont importables de manière automatisée dans le Defect Dojo. Et donc, derrière, on est capable d'avoir une vue exhaustive de nos rapports et derrière aussi de la déduplication. C'est-à-dire que si vous utilisez deux outils pour faire la même tâche, par exemple, vous faites un scan avec Nmap et un scan avec Nessus sur le même asset, derrière, tout ça va être dédupliqué éventuellement, donc vous n'aurez pas deux éléments à tester. Et on sait très bien que pour couvrir une chaîne sécurité, il ne faut pas qu'un seul outil souvent, parce qu'un seul outil voit pas tout en fait. Donc ça nous a bien plu sur le principe, et puis on a regardé en fait comment on pouvait étendre, je dirais les comment ça s'appelle le produit. Et franchement, il y a un truc qui est super génial dans Defect Dojo, c'est que derrière, on peut très bien créer un parseur. Un parseur, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement quelque chose qui va analyser un rapport d'un outil. L'outil vous génère ce que vous voulez, du JSON, du XML, du fichier CSV, du TXT, vraiment ce que vous voulez. Et derrière, bah, vous pouvez très bien ajouter un petit package qui va analyser tout ça et qui va l'intégrer dans le moteur de Defect Dojo. Et c'est Defect Dojo qui fait tout le reste. Vous n'avez juste qu'à faire un parseur d'un fichier. Et ça se développe en une journée. On a développé quelque chose qu'on peut republier à la communauté si on le veut, chose que l'on a fait nous chez Lectra sur plusieurs parseurs. Mais en soi-même, voilà, enfin, c'est extrêmement simple de le faire. Et donc, ça permet d'étendre le produit très facilement. Et ça, pour moi, c'était un point hyper important pour la simple et bonne raison que nos développeurs ont des outils aujourd'hui qui leur permettent de faire des tests d'intégration et des tests unitaires. Et ces tests unitaires et ces, je dirais, ces tests d'intégration vont à un moment être intéressants pour la sécurité parce qu'on va être capable d'insérer des tests sécurité dès le début qui vont se jouer comme si de rien n'était pour les développeurs. On leur fera écrire des scénarios et on pourra l'intégrer sans problème.
Et donc, on a fait des tests d'intégration, en l'occurrence d'outils à base de type Gherkin Karaté chez nous, qui est l'outil qu'on utilise pour ça, qui nous a permis de valider le concept et de se dire, bah ça marchera. Donc, on l'a pas fait pour l'instant parce qu'on a déjà pas mal de défis à faire, mais c'est une des prochaines étapes qu'on va regarder. C'est comment on va intégrer ces tests unitaires et ces tests d'intégration qui sont faits avec différents outils du marché dans cet outil central. Alors voilà pourquoi en fait bah, ça nous intéressait. Hein. Il s'intègre avec des outils externes comme Jira, comme GitHub, comme GitLab, comme chez nous Version One, comme je dirais pas mal d'outils des chaînes DevOps. Donc je l'ai déjà dit, hein, open source, développement actif, scalable. Et ça c'était important parce que quand on a plusieurs centaines de pipelines différents et autant, enfin 400 à 500 microservices, donc 400 à 500 projets à regarder. Il y a intérêt à ce que derrière on puisse avoir une montée en charge propre. On peut segmenter les choses et puis accessoirement, il savait générer des rapports. Bon, le reporting c'est pas son fort, faut être honnête. Aujourd'hui, on s'en sert pas. Il n'est pas suffisant par rapport à ce que l'on veut nous, mais il peut vous permettre de vous lancer pour ceux qui veulent des rapports rapides. Mais nous, on a une autre vision. Enfin, j'ai une autre vision sur la chaîne sécu logicielle qui fait que j'y trouvais pas mon compte. Mais bon, comme INAPR reste, j'ai tout redéveloppé mes propres rapports qui génèrent les KPI qui vont bien pour mon management et qui va permettre, voilà, enfin qui est automatisé et qui va permettre de faire avancer la chose. Donc voilà, donc on a choisi cet outil pour toutes ces raisons-là. Et par rapport à ça, bah, je dirais que c'est vraiment à mon sens, l'outil qui va permettre pour Lectra entre autres d'avancer sur l'intégration encore plus profonde de la sécurité au niveau de notre chaîne. Voilà. Alors, je vais vous faire une petite démo d'Effect Dojo. Alors, je m'excuse pour l'effet démo, hein, parce que c'est comme partout, il y a toujours un effet démo. Je vais vous le montrer sur un projet que vous connaissez peut-être, hein, le Juice Shop. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un projet, au WASP. Voilà, je sais pas si vous le connaissez, qui est écrit en Node, qui est en fait une application trouée qu'on peut utiliser pour démontrer des vulnérabilités. Donc, je l'ai pris en exemple parce que je vais pas vous montrer nos pipelines et nos éléments, même si vous verrez peut-être certaines choses qui sont internes, mais très rapidement et qui ne posent pas de problème. Voilà. Donc, je vais vous montrer par rapport à ça, à cet outil, donc qui est écrit donc en Node. Un petit peu ce qu'on a dans le Defect Dojo aujourd'hui et à quoi ça ressemble. Et puis après, je pense qu'on pourra passer aux questions sur cette présentation après. Alors, par rapport à ça, j'ai créé 2 users sur mon Defect Dojo de test interne. Un qui est l'admin, voilà, qui est ici, donc qui a, comme tout admin, des fonctionnalités purement d'admin. Et puis à côté de ça, j'en ai un autre qui est l'user de démo, qui s'appelle démo 2, qui lui n'a qu'une vue visuelle. Il peut pas faire de modif, rien du tout, etc. Donc, on va commencer par lui. Donc, lorsque vous vous loguez la première fois dessus, vous arrivez sur un dashboard qui vous affiche en fait l'état de votre de vos détections, de ce qui s'est passé, du fait qu'il y a du critique, du high, etc. Enfin voilà, un petit tableau de bord de base. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Defect Dojo va être segmenté en ce qu'on appelle des product types. Donc, c'est quoi? Ce sont des catégories de produits
qui peuvent correspondre à je dirais, des lignes de produits. Si je vous montre ici rapidement chez Electra, vous voyez, on a ici sur les tests, on a un certain nombre de lignes de produits différentes. La cutting room, la canopy, la pay management, etc. Donc ça, c'est le concept de base de Defect Dojo, c'est d'avoir des catégories. Dans chaque catégorie, on va attacher un produit. C'est ce que c'est votre vue de votre élément. Ça peut être un repo Git. Chez nous, c'est un repo Git, en fait, un produit. Ça peut être un ensemble de repo Git, peu importe. C'est votre vision de votre produit. Donc, ça peut être, par exemple, votre CRM. Ça peut être votre plugin du CRM. Enfin, je sais rien. Enfin, ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, de ce niveau-là, c'est vous qui définissez ce que c'est qu'un produit. Donc vous voyez ici qu'on a différents produits, et puis on a un concept d'engagement, de campagne. Une campagne, c'est quelque chose qui est attaché à un produit et qui débute à un moment T et qui finit à un moment T plus quelque chose. Alors, on a des engagements, des campagnes qu'on appelle le CI/CD, donc qui sont plutôt dédiés à avoir un temps long et à être plugués sur l'automatisation. Et puis, vous avez des campagnes qui ne sont pas des campagnes CI/CD, où là, c'est par exemple lorsque vous faites un pen test, vous pouvez l'ajouter et puis vous ajoutez vos éléments derrière. À chacune des campagnes, en fait, on va rattacher ce qu'on appelle des tests. Vous voyez ici, par exemple, on a 11 tests qui sont rattachés à la campagne d'amélioration continue du Juice Shop en soi-même. Ici, il y en a un, là, il n'y en a pas, etc. Donc, on a un certain nombre de tests, et un test, ça correspond à une action de testing que vous allez faire sur votre produit. Alors, si on regarde ici, par exemple, donc on a dans la sandbox le Juice Shop, je vais prendre le Juice Shop, vous voyez, donc bon, ça c'est des trucs jolis, hein, quand vous avez besoin de faire des copies-coller, des trucs machin. Et derrière, donc, on a des campagnes. Donc ici, on a une campagne d'amélioration continue qui est de type CI/CD. Alors, ça change pas grand-chose dans le produit en soi-même, mais ça vous permet de créer des vues différentes si derrière vous commencez à faire des tableaux de bord qui vont taper dedans, etc. Enfin bref, voilà, le concept reste là. Et les campagnes interactives, c'est le fait d'uploader de manière manuelle des éléments dans le dojo. Et puis par rapport à ça, sur chacune de vos campagnes, vous avez des chiffres de ce qui s'est passé en soi-même. Donc là, on est sur les campagnes. Vous en avez qui sont actives, vous en avez qui sont en pause ou qui sont terminées, etc. Enfin bon, tout ça, c'est de la vie, en fait, je dirais, des campagnes. Et si on prend celle-ci, par exemple, voilà, on rentre dans les tests. Donc ici, vous voyez, sur la campagne en cours du Juice Shop à travers une automatisation, nous avons donc 11 tests différents qui sont effectués. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un test? Un test, en fait, c'est le concept de dire je vais utiliser un tools et ce tools va me remonter un rapport et je vais l'insérer dans mon agrégateur de défauts qui est Defect Dojo pour que derrière on puisse voir la vulnérabilité, le détail, la remédiation éventuelle, qu'on dise si c'est un faux positif, pas un faux positif, si derrière il est dupliqué avec une autre détection, etc., etc. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a un certain nombre de tests. Hein. Vous reconnaissez Nmap, vous reconnaissez Gitleak, Dependency Track, SemGrep, Sonar. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai Zap. Voilà. Donc on a un certain nombre de tests qui sont là, qui ont un certain nombre de détections. Alors, ça veut dire qu'ici, on a détecté 70 problèmes dans Dependency Track. Qu'il en a vérifié 32 et qu'il en a corrigé 38 lors du dernier scan. Alors, c'est quoi le concept? Eh bien, le premier scan va vous dire j'en ai 70. Très bien. Le deuxième scan, parce que votre développeur a travaillé dessus, il a upgradé les dépendances.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai eu 38 dépendances qui ont été mises à jour. Et donc, je n'ai plus que 32 dépendances à risque. Et derrière, il y en a 10 de dupliqués. Alors pourquoi dupliquer? Eh bien, peut-être que ailleurs, dans d'autres produits ou dans la même catégorie, j'ai déjà détecté que j'avais un problème. Parce qu'on sait très bien faire des duplicats, enfin des déduplications, pardon, par test ou par produit type de produit. Donc ça permet aussi d'avoir au niveau de la déduplication et des faux positifs et du travail par équipe, eh bien, une meilleure efficience, c'est-à-dire que si c'est votre package NPM que vous utilisez dans toute votre chaîne, ça sert à rien de dire à toutes les équipes qu'il faut upgrader. Vous allez voir votre intégration continue, vous lui dites le package machin a une vulnérabilité, merci de mettre les nouvelles versions. Et puis, vous informez les développeurs que derrière, il y a une mise à jour qui va être faite et elle sera tirée automatiquement lors du build de l'intégration continue du package qui va bien. Donc, ça permet aussi de pas faire chier, si je peux prendre l'expression des développeurs, quand c'est très transverse. Donc ensuite, chacun des tests en fait va vous remonter un certain nombre de choses. Alors je vais rentrer dans par exemple celui-ci, dans le semgrep.js. Alors ça c'est l'effet démo, ça ne marche pas, c'est ça. Voilà. Et donc, voilà. Alors l'interface c'est un peu moche du Defect Dojo. Je crois qu'il y a un projet actuel pour la refondre, ça serait pas plus mal. Mais vous allez rentrer dans vos détections, comme vous pouvez le voir. Hein, on retrouve des éléments qu'on connaît. On a la possibilité ici de filtrer en fonction de ce qu'on veut. Par exemple, si vous aviez un endpoint particulier, vous voyez, nous comme c'est fait dans l'IC automatiquement, on monte des pods Docker et on les teste suivant les dates, les produits, voilà. Enfin, vous avez des filtres classiques. On n'est pas là pour aller expliquer comment marche un filtre, mais si vous voulez que les high, les machins ou le CVSS score ou tout ce que vous voulez, c'est assez simple de s'en sortir. Donc vous pouvez filtrer les choses. Vous pouvez aussi ici, là j'ai pas les droits parce que je suis pas admin, donc vous pouvez générer un rapport. Je vous montrerai tout à l'heure. Et puis lorsque vous rentrez dans une détection, vous avez beaucoup plus d'informations. Vous avez par exemple ici, comme on a un outil qui SMGrep qui permet d'aller regarder dans le code source, on sait que ligne 30 de routelogging.ts, on a potentiellement une injection SQL qui traînerait. Donc, on a une possibilité d'avoir une déduplication s'il l'a trouvé ailleurs et il a l'impression que c'est la même chose, s'il a trouvé la même chose. On a parfois une explication de ce qu'il faut faire. Donc là, ça dépend de votre parseur. Si le parseur vous donne pas d'infos, vous les avez pas. Vous avez l'impact, vous avez la manière de reproduire. Enfin, tout ça, ce sont des champs qui remontent des parseurs. Alors aujourd'hui, Defect Dojo supporte le Sarif. Je ne sais pas si vous connaissez tous le Sarif, qui est un format qui se veut standardisé pour justement améliorer les choses. Mais on a la possibilité justement par rapport à ça de rapatrier des informations un peu plus détaillées. Donc je vais essayer de voir si là c'est mieux sur les packages. Si on a plus d'infos. Donc vous voyez ici, on a quelque chose qui a été corrigé et qui est un duplicat en fait en même temps. Donc on va prendre cette vulnérabilité critique, alors qu'on vous explique blablabla, et puis là le parseur n'a rien remonté, mais il vous donne des informations sur la vulnérabilité en soi-même. Et sur le fait qu'il l'a trouvé aussi, il a trouvé quelque chose qui ressemblait ailleurs en soi-même. Donc ça vous évite d'avoir 2 fois à travailler. Par rapport à ça, vous avez des concepts de SLA, c'est vous qui le définissiez. Voilà. Vous avez des liens vers la CWE ou la CVE s'il le faut. Et vous avez, quand c'est le cas, le endpoint. Donc le endpoint, c'est quoi? C'est je dirais
si vous avez des scans, l'élément type HTTP qui est impacté par ce type, par des vulnérabilités, et vous voyez lesquels sont. Donc, vous pouvez aussi avoir de base des métriques simples. Pareil, encore l'effet des mots. Qui vous permettent de voir le nombre de détections, d'ouverts, d'acceptés, de fermés, si ça augmente, si ça baisse. Alors, je tiens à dire que toutes ces infos sont du standard, mais vous pouvez aussi vous les réécrire si vous êtes un peu comme moi, pas content de ce que vous avez. Donc, ça vous permet d'avoir des vues différentes de ce qui a été détecté. Alors, je vais passer sur la vue admin. Pouf. Ici. Pourquoi je vais passer sur la vue admin parce que dans la vue admin, enfin là, l'utilisateur de démo n'avait pas le droit d'éditer une détection. Donc, vous voyez, on a un certain nombre d'autres fonctionnalités, comme par exemple le fait de modifier tout simplement peut-être la CWE, ou de modifier la sévérité si vous estimez qu'elle a été mal calculée, ou de donner d'autres informations, ou tout simplement de dire que finalement c'est un faux positif. Voilà, ou que c'est un duplicat, ou c'est en dehors du scope, etc. Tout ça va toucher le modèle de la base de données et va permettre derrière, lorsque vous allez faire vos KPI, justement de dire, voilà, j'ai eu 18 faux positifs, donc il faut peut-être que je travaille sur mon parseur pour qu'il s'améliore, ou alors je suis out of scope sur beaucoup de choses, donc voilà. Voire demander à quelqu'un, à une équipe, par exemple, de regarder plus en détail le problème pour voir s'il faut le déclarer faux positif, ou faire d'autres choses. Donc voilà. Donc par exemple, voilà, je peux baisser la sévérité pour la passer en haut. Comme ça sera fait. Et puis je lui dis quoi, voilà, je la garde comme ça, voilà. Donc il y a un certain nombre de règles derrière qui vous empêchent de faire, mais vous pouvez aussi jouer sur le fait d'ajouter, de dire finalement j'ai un contrôle compensatoire sur cet élément-là, quel qu'il soit. Donc ça vous permet derrière, vous voyez, d'avoir les cases classiques et de dire voilà, je sais pas quoi, boum. Et par rapport à ça, voilà, ça reste, mais voilà, la décision. Donc ça permet aussi de gérer cette partie gestion de risque basique, et puis éventuellement assigner à quelqu'un les choses, et de dire qu'on recommence le SLA, enfin, voilà, un cycle de vie. Donc voilà, et après votre élément est fermé et apparaît autrement dans votre tableau de bord au niveau des métriques. Donc ça permet de jouer sur le findings de manière manuelle. Vous voyez, il y en a un qui est passé en inactif, c'est celui que j'ai mis, parce que c'est un risque accepté, etc. Un autre point aussi, vous avez la possibilité d'injecter ce qu'on appelle des questionnaires. Donc ça, c'est une fonctionnalité que nous, on n'utilise pas encore, qui vous permettent, en fait, les questionnaires, quand vous arrivez ici, eh bien, vous avez des questionnaires qui permettent de peut-être faire un rapid risk assessment, comme l'a présenté Julien Véan de Google à No Limit Sécu il y a quelques jours. Enfin non, c'est hier, sur le podcast. Donc, on peut insérer des questionnaires, donc c'est vachement pratique. On peut aussi créer des benchmarks, donc qui vont permettre justement à l'équipe de dire ça je l'ai fait, ça je l'ai pas fait, ça c'est applicable, ça c'est pas applicable. Donc c'est basé sur le WASP ASVS. Donc ça c'est vachement sympa. Donc par exemple, si vous le mettez comme ça, hop, tac. Donc ouais, l'interface est encore à travailler. Vous avez ensuite sur l'overview de votre projet, c'est un bug, donc ça marche pas. Mais je sais pas pourquoi il n'a pas marché là, mais normalement ça marche.
Donc vous avez ici la progression sur c'est parce que j'ai pas fait publish, voilà. Je me disais bien que ça pouvait que marcher. Vous avez une vue sur votre assessment plutôt orienté en amont, donc au niveau design des choses. Bon, vous pouvez mettre des métadatas comme les technos associés éventuellement, voilà, par rapport à votre produit. Vous pouvez ajouter dessus le fait que le produit est un produit qui est une plateforme de type API, qu'il est en production, qu'il a été acheté, machin bidule. Tout ça, c'est des métadatas dans le modèle. Vous pouvez lui donner, lui rattacher par exemple des API à certains scanners. Vous pouvez lui ajouter des réglementations, documenter qui est le product owner, manager, technical contact, etc. Voilà, enfin voilà, ça vous permet aussi d'alimenter votre base de connaissances et ça, je sais que c'est très pratique parce que nous, dès qu'on détecte qu'il y a un nouveau produit, on l'ajoute dans le defect dojo et on met toutes les infos qu'on peut dessus, même si on le scanne pas, parce que derrière, au niveau sécu, on a notre base de connaissances en fait. Derrière, voilà, enfin, il y a des infos, je dirais classiques qui peuvent se mettre. Vous l'avez vu ici, on a la possibilité de générer des notifications, donc on peut l'envoyer dans Slack, par mail, dans Teams, faire des alertes que l'on voit ici, par exemple. Voilà. Et puis, comme je vous le disais, il y a une API qui est disponible. Donc c'est une API REST aujourd'hui qui est là, qui vous permet de faire exactement tout ce que vous faites aujourd'hui sur l'interface, je dirais, web, si vous en êtes pas content, et qui vous permet justement d'automatiser toute la chaîne très simplement. Par exemple, si vous avez un scanner qui passe, eh bien, il suffit de lui importer un scan ou de réimporter si c'est pas le premier. Et comment ça marche? Vous faites un post, vous donnez un certain nombre d'infos minimum, et puis derrière vous faites post, et puis vous allez le voir qui va apparaître dans le defect dojo après. Voilà, enfin, tout se passe à travers des pauvres interfaces REST plus ou moins bien écrites et plus ou moins logiques entre elles. Quand on a compris la logique du defect dojo, c'est super simple et justement ça vous permet d'avoir cette visu globale. Donc derrière, je dirais que encore une fois, nous chez Electra, on l'a déployé. Vous voyez ici, ça c'est le pipeline du, du scan. Donc on a des étapes. Et dans chacune des étapes, à la fin, on balance le rapport et quand vous voyez ça, ça correspond totalement à ce que vous voyez dans l'engagement ici en termes de test qui est ici. Donc les git leaks, on va les retrouver avec le secret finder. Donc c'est notre étape qui va faire ça et ça. Le nmap, on l'a vu. Semgrep, c'est l'étape ici statique. Dynamique, c'est l'étape qui s'appelle ici zap, zap scan. Voilà. Et tout ça, à chaque fois, à configurer pour nos développeurs, c'est zéro. Ils ont rien à faire. C'est pas eux qui le font. Dès qu'il y a un nouveau projet, on insère directement dans le Git du développeur un fichier de properties et qui nous permet automatiquement de prendre toutes les datas pour venir le mettre là-dedans et pour pouvoir par rapport à ça, je dirais correctement déposer les éléments au bon endroit avec les bonnes datas et de dire que on a fait une analyse ici de type Node, ESLint, etc. Tout ça, le développeur, il ne voit rien, il sait même pas quel type d'analyse on va faire derrière. Ça, il le voit pas.
Donc c'est totalement transparent et c'est ce qui fait un peu le succès. C'est-à-dire qu'on ne demande pas grand-chose au développeur à part de corriger son code. Et bien sûr, on lui explique comment on corrige son code. Ça, c'est autre chose. C'est une autre étape de la chaîne qui n'était pas là. Voilà, donc ça, c'était un peu pour la démo. Après, rapidement, notre chaîne aujourd'hui DevSecOps chez Electra. Je vous avais promis quand même un Rex. Ce que vous voyez là, en fait, ce que vous avez vu, pardon, sur le Juice Shop, ça reflète assez bien ce qu'on a fait chez Electra. Grosso modo, j'ai mis plus de 100 pipelines, 100 projets suivis. À la date d'aujourd'hui, on est à plus de 200 projets suivis, donc tous les jours. Toutes les semaines, on ajoute des projets. Et puis on configure, on touche les règles, etc. On a plusieurs milliers de détections je dirais, par jour et par semaine qui sont trouvées. Alors c'est des dépendances qui sont pas à jour, c'est des problèmes de qualité, c'est des problèmes de licence parce que on intègre aussi la vue open source de nos licences dans le Defect Dojo. Donc le Defect Dojo pour nous c'est l'agrégateur de toute la qualité et sécurité au sein de la R&D. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de choses qui rentrent dedans. On a déployé tous ces types d'analyseurs statiques, dépendances, containers, licences, code source, recherche de secrets, hardcodé. On a déployé ces analyseurs dynamiques. Donc on fuzz, on fait du zap, scan non authentifié, authentifié, on analyse nos headers, du scan classique en black box, en grey box. On a aussi des tests qu'on fait manuellement parfois, en plus des pen tests qu'on agrège dedans. Donc on demande à nos pen testers un rapport d'un certain format parce qu'on s'est importé dans le Defect Dojo des formats soit standardisés, soit que l'on a définis. Voilà, on supporte aujourd'hui grosso modo toutes ces technos Lectra, JavaScript, TypeScript, Kotlin, Java, C#, C++ et Python. On supporte pas encore le Go et on supporte pas encore le Terraform, le AWS, je sais pas quoi, et le Scala, mais c'est une affaire de jour. Juste que les analyseurs aujourd'hui sont pas forcément encore très bien rodés de notre côté, que ce soit sur nos microservices à travers les API REST ou sur des sites web. Alors j'insiste, nos sites web, c'est pas des sites web de type comme celui du Defect Dojo, pas très responsive. C'est réellement des sites web responsive aujourd'hui, donc on a des problématiques JavaScript assez poussées. Voilà. On teste aussi la sécurité de certaines briques hardware. Et si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble rapidement, voilà. Hein, on a notre GitLab ou GitHub. En grosso modo, on a le Git. Ça tire le projet à travers un Jenkins qui déclenche les différentes chaînes. Ces différentes chaînes, en fait, soit c'est une chaîne dédiée à la sécurité, comme ici le pipeline DevSecOps, ou alors ce sont des chaînes un peu particulières, comme la chaîne de déploiement et la chaîne d'analyse des licences. Et ces outils qui sont dans d'autres pipelines nous envoient les résultats directement dans le Defect Dojo. Et sinon, ce sont ces analyseurs qui sont ici. Enfin, il y en a une partie qui sont ici, qui nous balancent tout dans le Defect Dojo. On produit des KPI en interrogeant le Defect Dojo. On interagit avec GitLab. On ouvre des issues dans les GitLab en disant il faut faire ça, il faut faire ça. Et on est en train de finaliser les éléments qu'on envoie au product owner marketing pour lui montrer l'état de la sécurité et le fait qu'il faut travailler sur la sécurité. Voilà. J'ai pas mis la base de connaissances parce qu'elle n'est pas directement couplée aujourd'hui à ça. Mais grosso modo, voilà ce qu'on a fait à base d'un outil open source. Voilà. J'en ai fini. On recrute. Merci beaucoup. Le message. Merci beaucoup infiniment, Sébastien, pour cette présentation et un grand bravo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, on va passer aux questions. Je précise à tout le monde, avant de passer aux